Bonsoir à tous, il est 18 h, ravi de vous retrouver sur le plateau d'Accès Direct sur 8 Mont-Blanc. Encore plein de belles choses au programme de ce mardi 13 novembre. Nous irons faire un petit tour du côté de Val Thorens, la station la plus haute d'Europe a été obligée de reporter un petit peu son ouverture. Nous en discuterons par Skype avec le directeur des pistes. Nous parlerons aussi addiction avec mes premières invitées. Nous parlerons ensuite également culture avec le théâtre de Carouge. Le directeur sera sur le plateau, un théâtre en plein travaux. Et enfin, nous parlerons test de ski puisque l'hiver arrive avec le rédacteur en chef, Laurent Belluard de Skieur Magazine. Mais avant, je récupère mes fiches, Sébastien. Salut Fanny. Salut Seb. On commence avec les titres du JT. Je l'ai dit, c'est le début de l'hiver et donc nous allons parler du dispositif préfectoral. Oui, c'est toi Fanny qui t'es rendu à Sénaux ce lundi soir pour assister donc à cette présentation par le préfet du dispositif hivernal d'hébergement d'urgence prévu en Haute-Savoie. Environ 900 places seront disponibles. L'objectif des services de l'État, il est clair, que personne ne dorme dehors cet hiver. Et puis une MJC mobile. Voilà, la MJC d'Annecy Nord qui innove pour tenter de redynamiser les quartiers populaires. Certains quartiers populaires, les TEP ou encore Novelle, elle s'est dotée d'un camion aménagé qui s'appelle le Mikado pour sillonner les rues de ces quartiers. On verra le reportage de Juliette Vincent-Seigné. Merci Seb, tu restes avec moi puisqu'on va faire une petite revue de presse. Mais avant, comme je l'ai dit, on va partir du côté de Val Thorens. On le sait, c'est une météo tout à fait exceptionnelle cette année. On a même comptabilisé un record hier, 12 novembre, des records de douceur battus notamment à Chambéry avec 22,7 degrés. Le record de l'an 2000 a été pulvérisé, il était de 20 degrés. Et à Annecy, le thermomètre a monté à 20,8. Pareil, on n'avait pas vu ça depuis 2000. Donc tout ça ne fait pas l'affaire des stations de ski. On avait parlé déjà du report d'ouverture des glaciers de Tignes, des Deux Alpes. Ce coup-ci, c'est du côté de Val Thorens que l'on a été obligé de reporter un petit peu l'ouverture des pistes. Je suis avec Benjamin Blanc, directeur de la Régie des pistes de la vallée des Bellevilles. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, c'est un crève-cœur ce report d'ouverture. Je suppose que tout le monde est dans les starting blocks. Oui, non, c'est pas un crève-cœur. On est effectivement dans les starting blocks depuis un peu plus d'un mois, parce que la saison se prépare bien évidemment bien en amont. Mais on avait anticipé, si vous voulez, hein, c'est pour ça qu'on avait appelé cet événement qui était prévu le week-end prochain l'avant-première. Mais véritablement, la grande première, c'est vraiment le 24 et le 25 novembre. C'est la raison pour laquelle on n'est pas du tout inquiet. Et puis la météo a l'air d'être avec nous ces prochains jours en nous annonçant du froid. Donc on n'est pas plus inquiet que ça. Donc, qu'on comprenne bien, il y a de la neige à Val Thorens, hein, mais je crois que c'est le retour en ski au niveau de la station qui est un petit peu compliqué pour le moment. Oui, on a un contrat avec nos clients, c'est vraiment d'assurer le retour ski au pied. C'est un contrat moral qu'on a passé depuis longtemps avec nos clients. Et là, actuellement, c'est pas possible. Vous avez vu les températures que l'on a assez douces et la production de neigeculture est pas possible pour l'instant. On va pouvoir refaire la neigeculture dans les prochains jours pour assurer en tout cas ce retour ski au pied. Alors en altitude, on a suffisamment de neige pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, mais c'est encore le retour ski au pied qui est pas au top. Donc qu'est-ce qu'il reste à faire là pour vos équipes jusqu'au grand week-end d'ouverture le 24 ? Alors on peaufine bien évidemment tout ce qui est balisage, les équipements de sécurité. Ensuite c'est la préparation du manteau neigeux. Alors là pour le coup sur la partie haute du domaine où on parfait et on étale la neige qu'on a pu recevoir ces dernières semaines. On est plutôt dans la préparation des organes de sécurité là actuellement. Allez, un mot sur la programmation, sur le programme. C'est un week-end très attendu, hein, on le sait, le week-end d'ouverture de Val Thorens chaque année. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore... C'est vrai que depuis quelques années, c'est devenu un peu incontournable pour les passionnés de ski. Donc le week-end du 24-25 novembre à Val Thorens, on a l'ensemble des équipementiers du snowboard, des skis qui présentent le nouveau matériel et qui le présentent aussi et qui permet de le tester surtout pour nos clients. Et donc c'est vrai que c'est un week-end un peu festif avec des concerts, avec des animations tout autour. C'est vraiment le début de saison parce que Val Thorens ouvre le 24 et le 25 novembre et ferme le 5 mai sans interruption. Donc c'est vraiment le début de la saison. Eh ben, merci beaucoup Benjamin Blanc. Merci. Merci à vous.
Et puis, puisqu'on a parlé test de ski, Seb, si tu veux savoir quel ski tester à Val Thorens, ne manque pas l'interview tout à l'heure, parce qu'on va parler test de ski avec le rédacteur chef de Skieur Mag. On va passer à la revue de presse, Seb, avec le son plutôt que l'image, côté suisse. Une start-up genevoise a développé des détecteurs sonores, on les voit, afin d'alerter immédiatement les forces de l'ordre en cas de collision, de coup de feu ou d'explosion. Securaxis, c'est le nom de cette entreprise, proposant qu'une alternative aux caméras de surveillance. Elle vient d'ailleurs d'être récompensée par le premier prix de l'incubateur suisse du CERN, donc ça montre qu'il y a du potentiel. L'avantage de cette technologie est simple, la protection des données, puisqu'on le sait, la vidéo, beaucoup de personnes contestent la vidéo, au moins au niveau de l'image, il n'y aura pas de problème. Si tout se passe bien, ces détecteurs devraient être opérationnels à l'été 2020, et ça intéresse beaucoup de grandes villes. Alors on a parlé de Genève, on parle aussi d'Abu Dhabi ou encore en Thaïlande à Bangkok. Et puis des cambrioleurs inventifs. Oui, une histoire assez rocambolesque dans le Bas-Chablais qui nous est relatée par le Messager. Un faux employé de Veolia sortant de la maison d'une personne âgée a été interpellé par des policiers. Jusque-là, tu me diras rien d'anormal. Mais en fait, ces policiers étaient en réalité les complices de l'individu appréhendé. Et pendant que le faux voleur et un des faux policiers détournaient l'attention de cette pauvre victime, cette personne âgée, le troisième, lui, en profitait pour fouiller la maison. Donc voilà, une histoire assez rocambolesque. C'est vraiment un scénario qui se fait de plus en plus, qui se répète. Donc les policiers sont vraiment sur le qui-vive dans le Bas-Chablais. Donc il faut vraiment aussi être prudent. Et ne jamais ouvrir à n'importe qui. Un inconnu. Tu voulais rendre hommage à David Poisson qui a disparu il y a maintenant 1 an. Voilà, ça fait 1 an tout juste, on s'en souvient, le 13 novembre 2017, David Poisson se tuait lors d'un entraînement de descente à Nakiska, un accident qui a marqué toute la vallée de la Tarentaise. On le sait, il est originaire de Pesé, près des Arcs, et plus globalement, c'est tout le monde du ski qui avait été marqué. Sur les réseaux sociaux, les hommages ont donc été nombreux aujourd'hui avec le hashtag DPForever. Et à noter par exemple le tweet de la ministre des Sports, que je vais te laisser prononcer son nom. Roxana Maracineanu. Voilà. Toutes mes pensées vont vers sa famille et ses camarades de l'équipe de France de ski qui s'attaquent à une nouvelle saison. Voilà, les hommages et les photos ont été très nombreux, donc on pense bien à lui et à sa famille. Et puis tu voulais nous parler d'un festival original du côté de Thonon-les-Bains. Voilà, ça se passe au château de Ripaille, donc déjà c'est un chouette endroit. Le lieu est sympa. Et donc c'est un festival qui mêle la musique classique, électronique et les nouveaux arts numériques qui sont en plein essor. Le collectif qui a marqué à tout jamais l'histoire de l'art le 25 octobre dernier en réalisant la première vente au monde d'une œuvre générée par une intelligence artificielle sera d'ailleurs présent. Le nom de ce festival c'est Rivage électronique. Il y a des soirées mais il y a aussi des ateliers. Il y en a à peu près pour tous les âges. Il y a même des choses aussi pour le jeune public. Donc voilà, un concept assez original, unique en France. Donc ça se passe ce week-end à Thonon. Merci Fanette. Merci Seb, à tout à l'heure. Nous allons parler santé maintenant. Je reçois Mathilde Gatier et Cécile Fontaine. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez créé en septembre dernier, donc c'est tout récent, un nouveau cabinet d'accompagnement sur Annecy. Inspire, c'est son nom. Il accompagne toutes les formes d'addictologie. Alors, tout simplement, vous êtes toutes les deux professionnelles. Vous avez travaillé en centre de soins d'accompagnement et de prévention. Pourquoi avoir créé cette nouvelle structure ? Alors, en effet, on a travaillé toutes les deux dans les 2 centres de soins qui existent actuellement sur Annecy. Ce qu'on a repéré, c'est que les gens, en fait, arrivaient très tardivement en consultation et que les délais d'attente étaient extrêmement longs. C'est-à-dire qu'il y a actuellement beaucoup plus de demandes qu'il n'y a d'offres de soins. Donc on s'est dit que finalement, il manquait peut-être un maillon dans la chaîne et on l'a créé. Voilà. Quand vous dites très tardivement, c'est-à-dire que nous, l'idée, c'est que quand ils arrivent à Inspire, ils puissent être là pour évaluer où ils en sont dans leur consommation. En fait, on aimerait que les gens puissent, à un moment donné, poser une réflexion en amont avant d'être au stade de l'addiction. Voilà. Peut-être aussi, ce qu'on pourrait rajouter dans les constats qu'on avait pu faire avec Mathilde, c'est la question de l'entourage. Il y a peu d'endroits dédiés spécifiquement à l'entourage, ça sent que c'est quand même des gens qui ont besoin aussi d'être entendus et d'avoir un espace de parole pour pouvoir exprimer leurs difficultés, leurs besoins et savoir comment aider la personne qui les entoure, qui ait pu être pris dans des consommations ou déjà dans des consommations à risque. Un entourage en plus souvent un peu dépourvu face à la situation. Je suppose que ça dépend aussi des addictologies, mais l'entourage a sûrement besoin d'écoute. Tout à fait, de conseils. Réfléchir aussi à quelle est sa place et quel est son rôle dans la situation. Quand on pense entourage, il faut penser aussi à l'entourage large. On pense aussi aux parents d'adolescents sur les premières consommations, les consommations d'écran, les consommations de cannabis, consommation de tabac qui débute dès le collège. Et ben voilà, comment en tant que patient, je me positionne et qu'est-ce que je peux faire pour mon adolescent, quoi. Alors, quand on parle d'addictologie, de quoi on parle ? À quoi on peut être addict ? Les formes d'addiction. Oui, les formes d'addiction. Peut-être que déjà on peut redéfinir rapidement ce qu'est une addiction.
Donc c'est la perte de liberté de s'abstenir et c'est le besoin irrépressible de consommer un produit ou de pratiquer une activité alors que même il n'y a plus de plaisir à consommer ou à pratiquer cette activité. Donc vous apportez... alors du coup, quel type de forme vous en avez cité, hein, il y a évidemment les drogues, l'alcool, etc. Mais ça peut être bien plus large que ça, les addictions. Alors nous, c'est pour ça qu'on ne parle pas d'addiction, mais de consommation. On parle de consommation de produits, donc alcool, les plus classiques, hein, alcool, tabac, cannabis, cocaïne, tout ce qui est nouveaux produits de synthèse aussi qu'on trouve très facilement sur Internet, où là les gens ont aussi peu d'informations parce qu'il sort un produit chaque jour. Et du coup, comme on suit l'actualité sur ces produits-là et sur les risques qu'on prend. Et puis, il y a toutes les addictions sans substance, où là, on va être sur plutôt des pratiques, les jeux d'argent, les jeux vidéo, les écrans, le sport. Par exemple, sur Annecy, le sport, c'est extrêmement présent. Et en effet, à quel moment on bascule un peu trop sur une consommation à risque À partir de quand ça peut poser un problème et comment on peut peut-être éviter que ça arrive au problème et à la fameuse perte de liberté, en fait. Donc vous, l'accompagnement que vous proposez aux patients et aux entourages, ça va s'approcher. C'est un accompagnement médical, psychologique. Voilà, qu'est-ce que quelqu'un qui passe la porte chez vous, comment vous l'accueillez? Alors, Bien. C'est déjà un beau début. la personne qui va être accueillie, elle va déjà pouvoir expliquer ce qui se passe. Expliquer ses difficultés, pourquoi elle consomme. Elle peut aussi venir parce que dans son entourage, on lui a dit peut-être que là, moi je trouve que quand tu consommes un peu trop, il y a eu un retrait de permis, quand tu rentres du travail, tu vas aller courir alors qu'il y a quand même des obligations à... Il y a des obligations familiales, etc. Et avant tout, tu vas faire passer ton sport et on a l'impression d'être un peu mis de côté, etc. Donc la personne vient, se pose et explique là où elle en est. Elle a besoin d'évaluer, en fait, de faire le point et de savoir à peu près là où elle en est. Et après, en fonction de l'évaluation, du diagnostic qu'on va poser, on peut proposer un accompagnement. Et puis, on peut aussi travailler avec... un réseau de généralistes ou les XAPA existants, les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie qui existent sur Annecy, avec qui on peut éventuellement travailler s'il y a besoin de rencontrer un psychologue, un médecin et peut-être de pousser un peu plus loin, on va dire dans le soin. Sûr. C'est-à-dire s'il y a un accompagnement, s'il y a un traitement médical à mettre en place, en fonction du degré de... Voilà, et puis de ce que souhaite la personne. L'idée, c'est que c'est le patient qui est expert. C'est-à-dire que lui sait aujourd'hui ce qui est bon pour lui, là où il en est. Le projet, par exemple, abstinentiel qu'on a collé à des patients pendant des années en disant il faut arrêter, c'est la seule solution, on se rend compte que ça ne fonctionne pas forcément pour tout le monde. Donc à ce moment-là, comment on peut l'accompagner différemment? En réduisant les risques liés à ses consommations, en essayant de gérer ses consommations, en les réduisant à minima. Enfin voilà, c'est à lui de voir qu'est-ce qu'il est capable de faire aujourd'hui. Et puis peut-être aussi en essayant de comprendre le sens du produit dans sa vie. À quoi ça lui sert? Et en fonction de à quoi ça lui sert, on peut travailler sur la question de l'estime de soi, sur la question des nouvelles habitudes de vie, de la qualité de vie, de ses compétences, et de se réapproprier ses désirs et ses envies. Oui, parce que ce que vous dites, c'est... j'avais noté la phrase, effectivement, parce qu'elle m'a interpellée sur le site. Les consommations font partie de la vie, de ses plaisirs. Alors apprenons à faire avec plutôt que sans. Ça veut dire qu'on peut soigner une addictologie sans supprimer totalement la consommation. Alors, soigner une addiction... Oui. Une addiction. Tout dépend la personne là où elle en est. Il y a des gens qui vont vous dire, moi concrètement, alors si je prends l'exemple du produit le plus couramment employé, l'alcool... l'alcool, c'est un produit, c'est une drogue, hein, clairement, c'est un produit qui est psychoactif, c'est une drogue qui est légale et c'est une drogue qui est introduite par les parents dans le cercle familial. C'est important aussi comme notion. C'est vos parents qui vous habituent à boire finalement. Une fois qu'on bascule et que les consommations deviennent trop importantes, c'est sûr qu'il y a une dépendance physique qui se met en place qui va être extrêmement difficile de revenir en arrière. Mais il y a des gens pour autant qui ne pourront jamais s'en passer. Et qui n'ont pas envie de s'en passer. Et à ce moment-là, on va essayer de les accompagner pour que ces consommations-là ne soient pas un frein à une qualité de vie, à un maintien dans l'emploi, à une famille qui reste unie, etc. L'idée étant d'équilibrer ces consommations et de réduire les risques que la personne se marginalise, se désocialise, etc. Le coût de cet accompagnement, est-ce qu'il est pris en charge? Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, nous, on n'a aucune subvention, on n'est pas subventionné par les agences régionales de santé, on n'est pas financé par la CPAM, on est à 50 € de l'heure la consultation, donc tarif psychologue, ostéopathe, etc.
Voilà, ça peut être, des fois, 1 ou 2 consultations peuvent suffire. Des fois, ça va être une mise en place des consultations plus longues. Il y a un travail plus important à faire. L'idée aussi qu'on avait à travers ce cabinet, c'est que finalement, des gens qui pourraient avoir les moyens de se payer des consultations viennent peut-être nous voir aussi, qu'on puisse ensuite travailler en lien avec les centres de soins. Là, on a mis un partenariat privilégié avec le Lac d'Argent et que les personnes plus en difficulté au niveau financier puissent trouver une place dans ces structures-là qui prennent en charge gratuitement. Pour régler le problème de temps dont on parlait. L'idée aussi de cette structure, c'est, en ayant toutes les deux travaillé en XAPA, on se dit qu'il y a aussi des gens les centres de soins existants sur Annecy, financés par l'ARS, on se dit qu'il y a des gens qui ne pousseront jamais la porte de ces XAPA, alors peut-être qu'ils arriveront à pousser la porte d'une structure comme la nôtre. Ça va être ma dernière question. Quoi dire à quelqu'un qui nous regarde ce soir, qui se pose la question et qui n'oserait pas aller vous voir? D'essayer, de tenter. C'est-à-dire que finalement, il ne prend pas le risque à venir consulter une fois et à voir. Eh ben, je redonne vos coordonnées, 8 avenue de Novelle à Annecy, ça c'est pour l'adresse du cabinet, et le site internet c'est cabinet-1-spire.com. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous parler de votre projet. Merci. Alors ce coup-ci, c'est à consommer sans modération. Je l'espère, on va voir ça. Nous allons parler culture avec mon prochain invité. Bonsoir. Bonsoir. Jean Lermier, vous êtes le directeur du théâtre de Carouge de Genève. Alors, un directeur bien occupé cette année, puisque le théâtre entame d'importants travaux, propose une saison hors les murs à la Cuisine, on va en reparler. C'est un lieu situé à quelques centaines de mètres du théâtre. Il y avait vraiment urgence à rénover le théâtre de Carouge. Ça a été un travail de longue haleine. Ça a été un travail de longue haleine, à la fois politique, financier, de conviction, pour qu'on puisse faire ce projet qui permet de regrouper en fait l'ensemble de l'activité du théâtre, c'est-à-dire d'avoir nos 3 salles, une grande salle, une petite salle, une salle de répétition, et puis tout ce qui sert à faire de la création. Parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas le site, c'est un peu éclaté. Oui, on était éclaté à peu près sur tout le canton, et que l'idée, ça a été, comme la commune de Carouge souhaitait faire remettre aux normes le bâtiment, ça coûtait tellement d'argent que j'ai dit oui, d'accord, on va refaire la grande salle, mais ça ne résoudra en rien l'éclatement justement des lieux. Donc le travail, ça a été de les convaincre de fédérer des forces dans le privé, dans le canton de Genève, pour faire un bâtiment qui nous permettra à l'orée de 2021 d'avoir l'ensemble de notre activité sur un seul et même site. Alors, comme souvent en Suisse, parce qu'on a moins l'habitude côté français, il a fallu convaincre les habitants de financer ces travaux de rénovation. C'était il y a à peu près 1 an. Finalement, tout s'est bien passé. Un peu plus de 65% des votants ont voté ce crédit. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé depuis là? Vous êtes vraiment rentré dans le vif du sujet? Dans le vif du sujet, parce que d'une part, le 24 septembre, c'était le jour du référendum, un dimanche. Je ne savais pas où allaient se jouer les spectacles de la deuxième partie de la saison passée, 17-18. Donc il a fallu, j'avais un peu anticipé, mais on a joué nos spectacles hors les murs dans des lieux que j'ai loués pour l'occasion. Et puis on a fait une course contre la montre pour construire un théâtre en quelques mois. Et donc là, la commune de Carouge nous met à disposition une parcelle qui était un parking avant. Et puis on a bâti une structure un peu sur le modèle que celle qu'il y avait eu à Bonlieu pendant le hors les murs dans le Haras. Ça a été le déclic pour moi. Et puis on a commencé depuis le mois d'avril à construire, à bâtir ça, et on l'a inauguré il y a 1 semaine. Donc c'était une course contre la montre, parce que je vous passe les péripéties des complexités d'une affaire comme celle-ci, mais le fait est qu'on a construit une salle qui est plus grande que celle qu'on avait précédemment, c'est 540 places, avec une fosse creusée, un rapport scène-salle idéal, un plateau plus gros, c'est le 2e plateau à Genève après l'Opéra, après le Grand Théâtre. Donc pour un lieu éphémère, avec les équipements techniques qu'on a pu amener, c'est un peu le nec plus ultra, c'est plutôt pas mal. Et là, ça cartonne, c'est-à-dire que le rapport scène-salle, il est idéal. Et puis là, les spectateurs sont debout pour James Thierry, donc tout ça donne du sens à nos efforts des mois précédents. Vous allez vouloir y rester, en fait. Donc ça s'appelle la cuisine. Hein, oui, ça s'appelle la cuisine. Non, je ne vais pas y rester. L'objectif, c'est de le vendre, parce que la Fondation du Théâtre de Carouge, qui est une fondation de droit privé, a contracté un emprunt pour pouvoir réaliser ce théâtre pour toute la période du hors les murs. Donc le but, à la fin de l'opération, comme l'a fait Annecy d'ailleurs, qui a vendu son théâtre à Beauvais, nous, le but, c'est de le vendre dans la foulée pour récupérer l'argent de l'emprunt. Et puis après, non, je ne souhaite pas y rester parce que je ne souhaite pas avoir une salle supplémentaire parce que je n'ai pas les moyens de la faire fonctionner. Et puis après, l'outil qu'on va avoir à l'orée de 2021,
c'est, excusez-moi l'expression, de la balle de 12. C'est-à-dire que c'est un truc sublime, c'est un petit village de théâtre. Au premier étage, il y a tous les corps de métier, tous les artisans, les acteurs, l'administration, la technique qui vit ensemble symboliquement autour de la cage de scène. Les salles, elles sont au niveau du sol. Tout est pratique, tout est fait pour pouvoir créer, faire du théâtre dans des meilleures conditions et accueillir les spectateurs dans les meilleures conditions. Donc non, je vais faire en sorte que les 2 années et demie qui nous séparent de la réouverture du théâtre, elles soient les plus excitantes possibles. Mais encore une fois, ce qui nous attend, c'est encore mieux. Vous reviendrez en parler. Ben, j'espère bien. J'ai perdu ma question. Du coup, oui, vous avez cité Bonlieu. Pour Bonlieu, les 3 saisons hors les murs, si je ne me trompe pas, avaient été hyper importantes pour aller chercher un public nouveau. Des gens sont allés au Haras qui n'avaient jamais passé la porte du théâtre. C'est aussi l'objectif pour vous ? Oui, ben, c'est-à-dire que je pense que Salvador Garcia avait le même constat que moi. De parler du théâtre, il y a toute une partie de la population qui a peur. Ils se disent, voilà, c'est pas pour moi, ils ont des mauvais souvenirs de l'école, ils se disent, ça va être trop compliqué, je vais m'y ennuyer, ça ne me concerne pas. Et en fait, de passer, comme l'idée était géniale de Salvador Garcia, le village de chapiteaux dans le Haras, c'était un projet formidable. Et il a augmenté le nombre de spectateurs dans la foulée. Le but pour nous, c'est, on se décentre du quartier historique, du vieux Carouge, qui est super joli, où on est pris entre les tours de Carouge et le début de la zone industrielle. Donc on s'adresse complètement à une autre population. Donc déjà, c'est le premier travail. Puis ensuite, le deuxième travail, c'était le nom, la cuisine. C'était de se dire, voilà, moi je dirige ce théâtre depuis 2008, je suis un petit Annemassien, on fait plutôt du bon boulot, mais au moment du référendum, dans la rue, quand on était devant la poste, quand on était sur la place du marché, et qu'il fallait convaincre de l'utilité d'une salle de répétition. Parce que, voilà, il faut un endroit où on prépare les spectacles qu'on va mettre dans la vitrine. Et je me suis rendu compte qu'il y a toute une partie du message qui n'était pas passée. Et l'idée, ça a été de se dire, ben, pendant ces années, on va utiliser une métaphore, celle de la cuisine, qui concerne tout un chacun, parce qu'on a tous un rapport personnel, intime, à la nourriture. Et puis, de se dire que au moment où on va faire les courses, au moment où on va couper les aliments, où on va se mettre à les cuire, on va rajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre, où on va dresser la table, où on va accueillir ces convives dans l'intimité de la cuisine, c'est exactement la métaphore qui jalonne toutes les étapes du processus de création d'un spectacle. Donc je ne parlerai que de théâtre sans plus jamais parler de théâtre. Et en parlant d'une chose qui concerne tout un chacun, et puis qui est fondée sur le plaisir, sur le goût, et puis sur le partage. Alors, il nous reste une toute petite minute pour parler de la saison, donc c'est parfait. De toute façon, je rappelle, il y a le site internet, les 2 temps forts avant la fin d'année. La cuisine a ouvert ses portes il y a quelques jours. 2 temps forts d'ici fin décembre. Alors, les répétitions d'un monsieur que vous connaissez bien à Annecy, c'est Alain Françon. C'était le directeur historique du CDN de Savoie. Et Alain, il répète en ce moment à Paris, il arrive début décembre, pour répéter le Misanthrope de Molière, qui sera joué à partir du 6 janvier. Et là, il a une lecture extraordinaire de la pièce. Il y a un acteur sublissime qui s'appelle Gilles Privat pour jouer le rôle d'Alceste. Alors là, il faut prendre l'autoroute, foncer à Carouge pour voir ça, parce que c'est un des plus grands metteurs en scène, plus grands directeurs d'acteurs en France. La pièce est sublissime et la lecture qu'il en a fait qu'on a l'impression que l'encre de Molière n'est pas tout à fait sèche. Un dernier ? Après, c'est un Anglais qui vient, Dan Gemmett. Il avait fait un spectacle mythique qui s'appelait Shake et il revisite Le songe d'une nuit d'été. Ça se passe avec un petit bus des années 70s où j'ai l'impression qu'on fume des choses qui ne sont pas tout à fait légales et puis on se met à voir des apparitions dans une forêt. Ça promet d'être super ludique. Il y a une bande d'acteurs franco-suisses qui est exceptionnelle. C'est une très très grande distribution et que ça, je pense, en termes de festif et de revisitation du répertoire, on s'apprête à passer de grands moments à la fois d'émotion et de rire. Eh ben, merci beaucoup Jean Lhermier. Puis je rappelle toutes les infos, les dates, la saison donc, à la cuisine. C'est sur le site tcag.ch. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci. Je vous laisse rejoindre la régie. On va se diriger vers l'hiver maintenant avec mon prochain et dernier invité du jour. Bonsoir Laurent Belluard. Vous êtes le rédacteur en chef de Skieur Magazine, entre autres, puisque, on va le dire en un mot, il y a le groupe Niveal qui propose tout un tas de magazines autour de l'outdoor, du sport. Oui, voilà, de la montagne, du voyage, de la neige. On a une grosse douzaine, 13 magazines, je crois, exactement, sur des thèmes assez spécialisés. Donc là, j'ai Skieur entre les mains. Là, il y a Montagne Magazine, Ski Magazine. Et ces 3 magazines, vous avez eu des semaines sûrement chargées, proposent les fameux tests, des tests qui sont très surveillés à l'approche de l'hiver, à l'approche des fêtes de Noël et des idées cadeaux.
C'est un moment important pour la rédaction. Ah bah, c'est le cœur atomique de ces rédactions, hein, puisque les tests attaquent globalement en janvier quand on découvre le nouveau matériel. Et puis les dernières rédactions se font quasiment encore en septembre. Donc c'est un long cheminement, un long parcours, parce que, tout simplement parce que c'est compliqué de faire des tests à organiser, à gérer, à faire les retours, toute la partie rédaction aussi évidemment. Et pour nous, c'est le lancement de l'année, c'est vraiment le début, ça y est, c'est l'hiver. La neige va arriver, bon, a priori pas exactement là. Tout de suite. Mais voilà, ça lance vraiment la saison. Et pour les gens, pour nous, c'est vraiment important d'essayer de leur proposer un test honnête et qu'ils essaient de pouvoir choisir le matériel qui les ressemble et pas simplement acheter un prix ou acheter, soi-disant, une performance. Très concrètement, ces tests, vous avez parlé de tests honnêtes, vous vous appuyez pas seulement sur les caractéristiques que pourraient vous envoyer les marques, etc. Comment ça se passe très concrètement ces tests? Parce qu'il y a un boulot, vous l'avez un petit peu dit, énorme. C'est du test qui est fait sur le terrain, hein, évidemment, c'est du vrai test. Sur Skieur, on est vraiment sur du test comparatif, c'est-à-dire on prend... En échange avec les fabricants, on essaie de regrouper des skis qui ont à peu près le même programme, donc les mêmes caractéristiques. Catégories. Donc tout ça, ça fait plein de catégories. Et après, on skie catégorie par catégorie pour pouvoir vraiment comparer le cahier des charges et valider leur travail sur la neige. Donc ça fait, grosso modo, on peut tester 15 skis par jour. Qui teste? Qui fait ce beau métier? Alors le beau métier de testeur, il est ouvert à tous les gens intéressés par le matériel. On a des gens qui ont des magasins de sport, par exemple. On a évidemment des moniteurs, on a des anciens sportifs. On a des passionnés de ski, simplement, des bons skieurs, mais qui ne sont pas du tout des grands techniciens. On a des skieurs, d'ailleurs, assez médiocres, dont je fais partie, puisqu'il faut aussi avoir l'avis des gens un peu médiocres. Bon. Et tout ça, ça fait une collecte d'informations qui est débriefée après chaque session de test. Ça, c'est vachement important parce que si on note un ski de 1 à 10, eh ben, si 2 testeurs disent 10 et 2 testeurs disent 1, ça ne veut pas dire que ça vaut 5. Il faut essayer de comprendre pourquoi 2 testeurs ont adoré le ski et 2 autres ne l'ont pas du tout aimé. Et c'est dans l'échange, dans la discussion, qu'on arrive à comprendre pourquoi. Parce que des gens skient d'une certaine manière, par exemple, et peuvent être passés à côté d'un produit. Mais bon, si on n'échange pas, si on fait pas ce débriefing qui est très long, en fait, hein, on passe, je pense, à peu près autant de temps à débriefer qu'à skier, on n'aurait pas cette finesse d'analyse dans nos tests. Est-ce que vous êtes craint par les marques parce que ces tests, on l'a dit, hein, ils sont très attendus. Du coup, il y a un fort enjeu pour les entreprises. Alors ça me fait sourire parce que oui et non. C'est-à-dire que les marques ont besoin des tests. On a eu plein de marques sur l'histoire de ces magazines qui ont 25 ans, qui se sont fâchées et qui n'ont plus voulu nous donner les skis, par exemple. Elles sont toutes revenues. Parce que c'est important d'avoir un tiers de confiance. Nous, on a un tiers de confiance qui valide ou pas les produits et surtout qui dit pour qui. Nous, on n'est pas là pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. On dit mais ça c'est bien pour ce type de skieur. On essaie d'être constructif dans la démarche. Mais oui, on a très régulièrement des problèmes avec des marques qui sont fâchées. Parfois on peut le comprendre, parfois d'ailleurs on fait des erreurs. Mais souvent c'est, hélas, tout le monde veut faire des tests de ski, mais un bon test de ski, c'est quand tous les skis sont bons, quoi. Et hélas, c'est pas toujours la vérité. Toujours le cas. Un dernier mot, vous êtes en plein, puisque ça ne s'arrête jamais, vous êtes en plein travail après les tests, vous êtes en train de travailler à de nouveaux sites internet, parce que tous ces tests, on les retrouve aussi sous une forme un peu différente sur le net. Donc la rentrée 2019 s'annonce aussi chargée. Oui, on est en train de travailler sur une refonte de nos sites. Donc ça, c'est assez excitant pour nous, parce que ça nous prend aussi beaucoup de temps et d'avoir un outil qui sera un peu plus joli
efficace, ça sera d'autant plus sympathique. Et puis après, de toute façon, on sort des magazines très rapidement. Là, on est en train de boucler un guide des stations qui est vachement bien aussi. Oh vous nous l'enverrez, comme ça on aura l'occasion d'en reparler. Avec plaisir. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Accès Direct. Merci. Merci à vous. Je vous laisse rejoindre la régie. Sébastien, tu me rejoins pour un petit rappel des titres tout petits. Et on va parler d'hiver, mais dans la rue. Oui, c'est toi, Fanette. Tu es à Sénaux pour assister à la présentation du dispositif hivernal d'hébergement d'urgence prévu en Haute-Savoie. Dispositif présenté par le préfet. Environ 900 places sont prévues pour la Haute-Savoie. Et puis une initiative intéressante du côté d'Annecy. Oui, la MJC d'Annecy Nord qui a décidé d'innover pour redynamiser certains quartiers, les TEP ou encore Nouvelles. Elle s'est dotée d'un camion qui s'appelle le Mikado, une sorte de centre social mobile. Merci Seb, à tout de suite pour le JT. Ne bougez pas, à tout de suite.